Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble une question universelle, hein, l'art de dépenser son argent. Mmh. On va s'appuyer pour ça sur des extraits de l'art de dépenser son argent, mais attention, hein, on ne parle pas de budget au sens comptable du terme. Non, non, pas du tout. L'idée, c'est plutôt de comprendre comment nos dépenses, nos choix de tous les jours, en fait, comment ils façonnent notre vie, comment ils lui donnent du sens. C'est ça, l'argent vu comme un outil, en quelque sorte. Exactement, un outil puissant même qui peut transformer notre existence. Alors, bon, voyons un peu comment on peut utiliser cet outil pour une vie plus riche, plus intense. Pas juste accumuler, quoi. Prêt à creuser? Absolument. Et ce qui ressort vraiment de ces textes, c'est que la vraie valeur de l'argent, elle n'est pas dans le fait de l'avoir, mais dans ce qu'on en fait. Ah oui, C'est décrit un peu comme un passe-partout, si on veut, qui peut ouvrir des portes vers des expériences, des émotions fortes qui marquent. mhm, Mais, et ça, la source le dit bien, c'est une mise en garde importante, ce même outil, si on le maîtrise mal, bah, il peut devenir un piège. On peut vite se retrouver dans une espèce de prison dorée. une prison dorée, c'est-à-dire? Bah, à enchaîner les achats un peu superficiels, ça fait plaisir sur le coup, mais ça remplit pas vraiment, quoi. C'est fugace. C'est exactement ça. Et la source met vraiment le doigt sur cette différence entre dépenser de manière consciente, réfléchie, Oui, et dépenser juste par habitude, ou pire, parfois, sous la pression sociale, ce qu'on croit devoir ou posséder. tout à fait. Et là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est avec cette analogie de la graine. Chaque euro dépensé, c'est un peu comme une graine qu'on sème. J'aime bien cette image. Acheter des trucs inutiles, qui encombrent plus qu'autre chose, ben c'est un peu comme jeter ses graines dans le désert, quoi. D'accord, ça ne produit rien. Voilà. Alors que si on choisit d'investir dans des expériences, dans son bien-être, dans ses passions, là, c'est différent. C'est comme cultiver un jardin fertile qui va nous nourrir longtemps. Ça change la perspective, non? Ah oui, ça change tout. Et la source insiste beaucoup là-dessus, sur la distinction entre les expériences et les possessions. Elle prend un exemple assez classique, l'achat d'un nouveau gadget. Bon, au début, on est tout excité, oui, le déballage, tout ça. Voilà. Et puis, très vite, l'objet perd de son attrait. Il devient juste, là, un truc de plus. C'est vrai. Comparer ça au souvenir d'un voyage qui nous a marqué. Ou même une super soirée entre amis. Ce souvenir-là, il ne s'use pas. Non, il peut même s'embellir avec le temps. Exactement. Il peut continuer à nous apporter de la joie. C'est ça, le retour sur investissement émotionnel dont parle la source. Il est bien plus élevé et durable avec les expériences. C'est clair. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut rejeter complètement l'idée de posséder des objets? Je pense par exemple à quelque chose qui n'est pas juste un objet, mais qui permet des expériences, comme, je sais pas, un bon appareil photo pour quelqu'un qui aime voyager. C'est une très bonne question. Et la source, elle est assez nuancée là-dessus, justement. Elle ne diabolise pas les possessions. D'accord. Certains objets ont une valeur qui va au-delà de leur fonction première. Un livre, par exemple, ça peut être une porte vers un autre univers. Mhm. Un instrument de musique, c'est la possibilité de créer, de s'exprimer. Le critère clé, en fait, que la source met en avant, c'est est-ce que ça apporte un enrichissement durable? Ah, voilà le mot-clé, durable. Oui. Est-ce que cet objet va m'apporter quelque chose qui résonne au-delà du moment présent? Est-ce qu'il ouvre des possibilités? Si la réponse est oui, alors ce n'est plus juste une possession. Ça devient un catalyseur. Je vois. Un catalyseur d'expérience ou de bien-être. Et c'est sans doute pour ça qu'on parle d'un art de dépenser alors. Exactement. Parce que ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de formule magique qui marche pour tout le monde. Non, pas du tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement? Que c'est une démarche très personnelle. Très intime, tout à fait. C'est une sorte d'alchimie propre à chacun, entre nos ressources, nos valeurs profondes et notre vision du bonheur. Du coup, nos choix de dépenses sont uniques. Ils racontent notre histoire, en quelque sorte. Hmm. En résumé, l'invitation de la source, c'est de changer notre rapport à la dépense. De passer d'une attitude un peu passive, où on subit nos achats, Oui, parfois un peu automatique. voilà, à une démarche active, consciente, faire des choix qui sont vraiment alignés avec ce qui compte pour nous au fond. Aligné avec nos valeurs. Exactement. Et du coup, chaque dépense, ça devient une sorte de micro-décision qui affirme nos priorités. C'est comme poser un acte qui dit voilà ce qui est important pour moi. Je vois. Et ça nous amène à la question clé, celle que la source suggère de garder en tête avant de sortir la carte bleue. La fameuse question, Est-ce que cette dépense va réellement enrichir ma vie? Est-ce qu'elle me rapproche de la personne que j'ai envie d'être, de l'existence que je veux me construire?
C'est un filtre simple, mais Puissant. puissant, oui. C'est un bon filtre. Et pour conclure cette exploration, peut-être une pensée à emporter qui vient directement de tout ça. Si chaque euro dépensé est comme un vote pour le type de vie qu'on souhaite mener. Hmm. Quel portrait nos dépenses actuelles sont-elles en train de dessiner? Quelle vie on vote au quotidien? C'est une excellente question pour continuer la réflexion, chacun de notre côté. Une question qui mérite qu'on s'y arrête un peu. Centrale, c'est et si nos dépenses, au lieu d'être juste des transactions un peu automatiques, devenaient une vraie expression de qui on est, de ce qui compte pour nous. C'est ça, une expression de nos valeurs. Voilà. On va explorer ensemble comment une autre approche de l'argent peut amener une satisfaction, disons, plus profonde, plus alignée. Ce qui frappe tout de suite, c'est cette idée de dépense consciente. Mhm. C'est plus seulement acheter un bien, un service, mais c'est faire un choix. Un choix réfléchi, Un choix délibéré, oui. qui est en accord avec la personne qu'on a envie d'être. Le texte le dit bien, c'est la cohérence qui apporte un véritable sentiment de satisfaction. Tout à fait. Et ça, c'est une satisfaction qui dure, bien plus que le petit frisson de l'achat impulsif. Oui, et c'est un point très important parce que le texte souligne aussi que cette démarche, elle va un peu à contre-courant. Ah oui. Bah oui, la société, la publicité, les réseaux sociaux, on est tout le temps en train de se comparer, ça nous bombarde de messages qui lient bonheur et accumulation. Le fameux acheter pour être heureux. Exactement, on nous pousse à consommer sans trop réfléchir. Donc choisir une autre voie, ça demande une certaine force. Il faut résister un peu. C'est ça. Comme le dit l'extrait, résister à cette pression n'est pas facile. Mais c'est aussi une forme de liberté. Une liberté. Oui, choisir où va notre argent, en fait, c'est reprendre le contrôle sur notre propre idée du bonheur, du succès. C'est affirmer cette liberté-là. Ça change la perspective, c'est vrai. Ça redéfinit même l'idée de richesse. Hmm. L'auteur propose une idée assez forte. La vraie richesse, c'est la capacité de choisir. La capacité de choisir sa vie. Voilà. Pas tant l'argent qu'on a sur le compte, mais la marge de manœuvre que ça nous donne pour choisir où on vit, comment on utilise notre temps, les projets qu'on veut faire. Oui, tout à fait. Même avec peu de moyens, si on utilise l'argent consciemment pour s'acheter une heure de liberté, ou pour une passion, un moment partagé, ça peut être beaucoup plus riche en ce sens-là qu'une grosse dépense un peu subie. Et pour que ça reste pas juste une belle idée, le texte donne une méthode assez concrète. Ah, comment on fait alors? Ça commence simple, observer ses dépenses. Pendant une semaine, par exemple, sans jugement, juste regarder où va l'argent. D'accord, une observation neutre. Exactement. Et après, on analyse. Qu'est-ce qui, dans tout ça, a vraiment apporté quelque chose de durable, du bien-être, des relations plus fortes, un apprentissage? Et qu'est-ce qui était superflu? Voilà. Qu'est-ce qui était impulsif ou fait par habitude ou même à cause de la pression sociale? Le but, c'est de repérer les petites fuites d'énergie, ces dépenses qui partent sans rien laisser de bon derrière. Fuite d'énergie, j'aime bien l'image. Et de les distinguer des vrais investissements, ceux qui nous nourrissent vraiment. Ça peut être plein de choses, un bon repas partagé, une balade en nature, un livre qui nous ouvre l'esprit, une formation. C'est intéressant cette distinction investissement contre fuite. Et un point crucial que le texte souligne bien, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de tomber dans la privation, l'austérité un peu triste. Non, ce n'est pas le but. C'est décrit comme une recherche d'équilibre et de joie. Exactement. Un achat qui fait vraiment plaisir, un plaisir profond, qui est aligné avec nous, il a toute sa place. L'idée, c'est surtout de sortir de l'automatisme. C'est ça. La dépense réflexe quand on s'ennuie, quand on stresse, et qui au fond ne règle rien. Qui ne comble pas un besoin réel sur le long terme. Voilà, c'est éliminer le gaspillage sur ce qui ne nous nourrit pas pour mieux profiter de ce qui compte vraiment. Tout à fait. Et cette démarche, au fond, elle nous amène à une exploration de nous-mêmes assez passionnante. Une exploration psychologique. Oui, apprendre à dépenser en conscience, c'est apprendre à mieux se connaître. Quels sont nos vrais besoins, au-delà des conditionnements, Nos valeurs, nos aspirations? notre rapport à l'argent, on dirait des choses sur nous. Ça peut mener à accumuler sans cesse. Le besoin d'impressionner, ça peut pousser à des dépenses pour le paraître. D'accord, je vois. Donc, dépenser en accord avec soi, ça devient un acte d'authenticité. On aligne l'extérieur et l'intérieur. C'est presque de la pleine conscience appliquée aux finances, quoi. C'est une belle image. D'où la conclusion, très juste, je trouve, de l'extrait. L'art de dépenser n'est rien d'autre que l'art de vivre. C'est puissant comme idée. Alors, pour résumer un peu notre exploration, dépenser en conscience, c'est bien plus qu'une technique de budget. Bien plus. C'est un chemin vers soi, vers un meilleur alignement entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Et c'est accessible à tous, en fait. Oui, Ça peut transformer une nécessité du quotidien, parfois un peu stressante,
en un acte réfléchi, potentiellement créatif et vraiment enrichissant. Exactement. Et peut-être pour laisser ces idées infuser un peu, une petite question pour la réflexion personnelle. Ah oui. En repensant à un achat récent, n'importe lequel, petit ou grand, quelle valeur profonde, quel besoin réel cet achat a-t-il vraiment comblé Pas comblé peut-être. ou pas comblé justement, malgré l'attente? Comment cette simple petite introspection sur un acte concret, comment ça peut éclairer notre propre art de vivre, notre manière à nous de chercher le sens et la satisfaction au jour le jour? Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu particulière, tirée des textes qu'on a étudiés ensemble. L'art de dépenser. Hmm. Mais attention, on ne parle pas juste de budget ou d'épargne là. C'est plus une réflexion, disons, sur la richesse intérieure. Oui, sur le sens qu'on met derrière nos dépenses, ce que ça révèle de nous en fait. C'est ça. Et les sources qu'on a, justement, elles creusent ce lien entre argent et état d'esprit. Notre but, c'est de voir comment on peut cultiver une richesse qui n'est pas juste sur le compte en banque. Une richesse plus profonde. Exactement. Alors, le premier truc qui ressort, c'est que dépenser avec art, eh bien, ça semble très lié à l'authenticité. Ah oui. Oui, les textes insistent là-dessus. Se détacher du regard des autres, de la comparaison permanente. C'est comme une condition nécessaire. D'accord, pour pouvoir aligner ses dépenses avec ce qui compte vraiment pour soi. Voilà. Par exemple, choisir de mettre de l'argent dans une passion, même discrète, comme, je sais pas, des cours de dessin, plutôt que le dernier gadget à la mode juste pour. Pour l'image. Oui, pour l'image. C'est une forme de libération, en quelque sorte. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les textes ajoutent une autre dimension à ça, la gratitude. La gratitude, comment ça? Eh bien, ils soulignent qu'on a tendance à consommer sans vraiment savourer. C'est un peu mécanique parfois. Je vois. Or, si on cultive la gratitude, si on apprécie consciemment ce qu'on obtient ou l'expérience vécue grâce à cet argent, ça change tout. Ce n'est pas de l'attachement bête au matériel, mais une reconnaissance de la valeur vécue. C'est une belle idée, la gratitude. Mais concrètement, comment on fait? Parce que, bon, dans le quotidien, les dépenses, c'est souvent rapide, par besoin ou habitude. Justement, les sources suggèrent que c'est une question de présence. Prendre juste quelques secondes pour apprécier le café qu'on vient d'acheter ou reconnaître le confort d'un vêtement, savourer un repas, même simple. D'accord. Et c'est là qu'on voit une différence énorme. Un petit plaisir, mais vécu pleinement, peut être bien plus nourrissant qu'un luxe consommé sans y penser. Un pique-nique tout simple, mais partagé avec attention. Peut valoir plus qu'un grand restaurant où on est distrait. Exactement. La qualité de l'expérience, avec cette gratitude, elle est comme déconnectée du prix, finalement. Et ça nous amène à un point qui est assez contre-intuitif dans ces textes. Oui, L'idée que la richesse de ce qu'on vit, elle dépend moins du montant dépensé que de la conscience qu'on y met. C'est quand même fort, ça. c'est très fort. Ça veut dire qu'on peut posséder peu matériellement et se sentir profondément riche à l'intérieur. Et l'inverse est vrai aussi, d'ailleurs. Accumuler beaucoup et ressentir un vide. Tout à fait. Et si on regarde plus largement, ça met en valeur toutes ces expériences qui coûtent peu, voire rien. Comme quoi, par exemple? Le temps passé avec les proches, une balade en nature, écouter de la musique attentivement, créer quelque chose. Les sources nous invitent un peu à voir cette abondance discrète qui est déjà là. Bien sûr, l'argent est essentiel pour la sécurité, les besoins de base, ça personne ne le nie, mais une fois ce socle assuré, c'est la qualité de l'usage qui compte, plus que la quantité. Du coup, dépenser consciemment, même pour des petites choses, ça devient presque un acte de résistance. Oui, c'est un peu ça. Résistance face à cette pression à consommer vite, parfois sans sens, ralentir, choisir où va notre argent, même modestement, c'est reprendre un peu le contrôle, quoi. Ne pas se laisser juste porter par le courant. Voilà. Et c'est pour ça qu'il parle d'art. Comme tout art, ça demande de la pratique, de la patience. Les textes sont clairs là-dessus. Ce n'est pas une recette miracle. Non, pas du tout. On va faire des essais, peut-être des erreurs, des achats impulsifs. C'est normal. L'important, c'est le cheminement. Rester conscient, ajuster, apprendre de ses choix pour tendre vers cet alignement entre nos dépenses et nos valeurs profondes. C'est un processus continu, en fait. Exactement. Donc, si on devait résumer le message principal de ces écrits, cet art de dépenser, ce serait moins une technique financière qu'une façon de vivre. Plus consciente, plus authentique. Oui, trouver la richesse dans l'expérience, dans l'alignement avec soi, pas juste dans l'accumulation. Nos dépenses deviennent un reflet et même un outil pour notre bien-être. C'est une perspective assez transformatrice.
Et pour finir, peut-être une petite question pour prolonger la réflexion, inspirée par tout ça. Je vous écoute. Si chaque dépense, vraiment chaque acte d'achat, devenait une occasion d'affirmer consciemment ce qui compte pour nous, qu'est-ce que ça changerait? Pas seulement pour nos finances, mais pour notre sentiment de sens, notre connexion au monde. C'est une excellente question à laisser en suspens. Ça ouvre pas mal de portes. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous touche tous, notre rapport à l'argent et surtout comment on le dépense. On s'inspire pour ça d'un texte, L'art de dépenser en conscience, et l'idée forte c'est et si dépenser, ce n'était pas juste payer quelque chose, si c'était un acte chargé de sens, presque philosophique. Notre but, c'est un peu de décortiquer ça. Comment nos achats, même les plus petits, peuvent devenir une forme d'expression. Voire nous aider à vivre plus en accord avec nos valeurs profondes. On va essayer de voir comment on peut transformer ce geste, souvent automatique, en quelque chose de plus intentionnel. Alors la question qu'on pose, c'est qu'est-ce que nos dépenses disent vraiment de nous? Un premier point qui ressort fort du texte, c'est cette idée que la vraie liberté, ce n'est pas forcément d'avoir plus, toujours plus, mais plutôt de choisir. Choisir en conscience. Oui, tout à fait. Il y a cette idée de bascule, comme vous dites. Au lieu de chercher à combler un vide peut-être illusoire par l'achat, l'invitation, c'est plutôt de chercher du sens ou des liens, voire même une certaine forme de simplicité. C'est un vrai changement de regard sur ce qui nous apporte de la satisfaction, au fond. Ça déplace la source de la satisfaction, en quelque sorte. Exactement. De l'extérieur, l'objet, vers l'intérieur, la clarté du choix. On n'est plus dans une logique de manque, mais d'alignement. Et le texte suggère que ce choix conscient, c'est déjà une richesse en soi. Moins matérielle, peut-être plus existentielle. Et ça nous amène à l'idée suivante, qui est vraiment centrale, je trouve. Chaque dépense, vue comme un geste philosophique. Philosophique, c'est un mot fort pour parler d'argent, non? Oui, mais dans le sens où chaque acte d'achat nous confronte à nos valeurs. Par exemple, choisir d'acheter local plutôt qu'un produit de masse. Ou préférer une expérience à un objet. Chaque choix comme ça, c'est une mini-affirmation de ce qu'on soutient dans le monde. C'est comme si notre relevé bancaire devenait le miroir de nos vraies priorités. C'est puissant vu comme ça. Ça veut dire que même l'achat d'un simple café pour avoir ce poids, ça demande une attention de tous les instants alors. C'est un peu l'idée, oui. Rendre visible ce qui est souvent invisible. Mais le texte ne présente pas ça comme une contrainte, plutôt comme un outil. Notre manière de dépenser, elle tisse une histoire, notre histoire. Et on a le choix. Soit on la subit, soit on essaie de l'écrire, consciemment. C'est une sorte d'art de vivre où chaque euro dépensé serait comme un coup de pinceau sur une toile. J'aime bien cette image. Et ça rejoint une autre idée du texte, l'argent comme un langage. Il peut exprimer, d'après l'auteur, soit la peur, le manque, une forme de crispation, soit au contraire la confiance, l'ouverture, peut-être même la générosité. Tout à fait. Ça met vraiment en lumière notre état d'esprit au moment où on sort notre portefeuille ou notre carte. Quelle histoire on se raconte? Une histoire d'abondance ou de restriction? Et cette histoire, elle n'est pas neutre, elle a des conséquences. Si on dépense par peur de manquer, ça a tendance à renforcer cette peur. À l'inverse, dépenser avec un sentiment de confiance, même pour des petites choses, ça peut cultiver cette confiance. C'est une sorte de boucle, tu vois. Je vois. Une boucle de rétroaction. Voilà. La question devient alors, comment faire en sorte que ce langage, celui de nos dépenses, serve notre épanouissement? Justement, comment on fait concrètement? Parce que c'est bien beau en théorie, mais au quotidien. Le texte donne des pistes. Oui. Et c'est assez simple en fait. Il propose des questions comme des balises à se poser avant de dépenser, un peu comme un filtre. Ah oui, lesquels par exemple? Des choses très basiques. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pas juste envie, mais besoin. Ensuite, est-ce que cet achat va réellement enrichir ma vie? La rendre plus belle, plus simple, plus joyeuse? Et la question clé peut-être, est-ce que ça correspond à mes valeurs, à la personne que je veux être? D'accord. Si la réponse est oui, clairement oui, alors la dépense est juste, elle nourrit quelque chose. Si c'est non, ou si c'est flou, eh bien refuser ce n'est pas se priver. C'est plutôt affirmer sa liberté, son intégrité. C'est un outil pour dire non à ce qui nous éloigne de nous-mêmes finalement. Donc on passe d'une consommation qui peut parfois nous endormir, un peu nous rendre passifs face aux pubs, aux envies, à une consommation qui au contraire nous réveille, qui nous remet en position d'acteur. C'est ça, devenir créateur de sa vie même dans ses choix économiques. Exactement. Et ça débouche sur quelque chose d'assez
d'assez fascinant, un paradoxe que le livre souligne bien. Un paradoxe. En cherchant à dépenser mieux, on finit souvent par avoir besoin de moins. La qualité prend le pas sur la quantité. Ah oui, ça peut paraître contre-intuitif. Moins de dépenses, mais plus de satisfaction. Comment c'est possible? Bah oui, parce que la satisfaction ne vient plus de l'accumulation, mais de cet alignement dont on parlait. De la cohérence. Et la simplicité qui peut en résulter, ce n'est plus une simplicité subie par manque d'argent, par exemple, mais une simplicité choisie. C'est une force. Et cette simplicité volontaire, elle libère des ressources incroyablement précieuses. Du temps, de l'énergie mentale, de l'espace. De l'espace mental, oui. Exactement. Et tout ça, ça permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. Les relations, la créativité, la liberté d'être, tout simplement. Donc, si on devait conclure, l'image qui reste, c'est vraiment celle de la vie comme une toile. Et nos dépenses, ce sont nos pinceaux. Chaque euro, chaque choix, c'est une touche de couleur qu'on ajoute. Et ça nous renvoie à la question finalement, quelle œuvre on a envie de créer? Quelque chose d'un peu chaotique, fait d'impulsion, ou une toile plus harmonieuse, qui nous ressemble vraiment? C'est une belle image. Et pour prolonger cette métaphore, peut-être une piste de réflexion pour chacun. Si chaque dépense est une touche de couleur, quelle pourrait être la prochaine petite touche? Peut-être même une dépense d'aujourd'hui qu'on pourrait choisir avec un peu plus de conscience, juste pour commencer à peindre cette toile personnelle avec plus d'intention, plus de fidélité à ce qu'on veut vraiment.